Alors j'ai le grand plaisir d'interroger et d'accueillir Jean-Christophe Rufin, que vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous le présenter, académicien et auteur de best-sellers, on peut le dire. Et donc le dernier en date s'appelle Le suspendu de Conakry, chez Flammarion. C'est l'histoire d'un consul de France qui s'appelle Aurel Timeshkou, qui est en poste en Afrique, en Guinée, à Conakry bien sûr. Et pour vous parler de Aurel, j'aurais envie de dire c'est un peu le Colombo de la diplomatie. C'est-à-dire que il est alors là où il fait très très chaud, il est toujours en pardessus, en costume, il a toujours des chaussures cirées. Là où tout le monde est déboutonné et en short. Et ce personnage que vous créez, que vous commencez à nous faire connaître, Jean-Christophe Rufin, j'aurais tendance à dire qu'il a de la tenue, et c'est ce qu'il veut justement dans ce pays où il n'est pas forcément le bienvenu. Aurel, il est atypique quand même comme diplomate. Alors, bonjour Jacqueline et bonjour à tous. Oui, bah, en fait, moi j'ai écrit cette série, parce que c'est le premier livre d'une série, en fait pour raconter des choses que j'ai vues, que j'ai connues pendant que j'étais moi-même en poste au Sénégal. Au Sénégal, voilà, mais j'étais ambassadeur, j'étais pas consul. Mais en fait, je voulais pas raconter les choses directement parce que c'est toujours compliqué. Il y a un devoir de réserve, on peut pas, on est tenu à une certaine forme de secret, je dirais, ou de confidentialité. Donc, j'ai transformé les choses dans le cadre d'une fiction. Donc, avec un personnage qui est un petit peu mon double, même si on est très différents. Alors, moi, je suis pas forcément le Colombo de la diplomatie, mais lui, c'est quelqu'un qui, en fait, je ne savais pas que je l'ai rencontré, mais enfin, en tout cas, il s'inspire de pas mal de gens que j'ai vus, avec lesquels j'ai travaillé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peu là par hasard. Voilà. Il n'a pas la vocation d'être diplomate à l'origine. Il n'est même pas français au départ, d'ailleurs, c'est un Roumain qui a été naturalisé et qui donc est entré dans la diplomatie, mais il a un gros accent, donc à la fois il représente la France et en même temps, lui-même vient d'ailleurs. Voilà. Et ça ne l'intéresse pas beaucoup son travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, la seule chose qui peut le motiver, c'est quand il tombe sur une énigme, mais surtout sur une injustice. Ça, il ne supporte pas. Voilà. C'est ce qui se passe dans le début du... Parce qu'il y a effectivement un meurtre assez sauvage d'un Français. Donc il est chargé, parce que le consul général n'est pas là, il est chargé de prendre les mesures habituelles dans ces cas-là, prévenir les familles, etc. Sauf qu'il a aussi, Aurel, très très envie d'être enquêteur. Et ça, c'est quelque chose qui, d'un seul coup dans sa vie, j'aurais tendance à dire, le réveil. Voilà, là, il sait qu'il va aimer faire ce qu'il fait. Et en plus, il va se battre contre l'injustice. Et l'injustice, il connaît Aurel, parce que effectivement, il est français naturalisé. Donc déjà, il y a une petite réserve des gens autour de lui. Et puis, il y a une vraie forme de racisme vis-à-vis de lui. Et puis, il est aussi en but à un harcèlement moral de son chef. Donc, lui, l'injustice, c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur. Oui, alors, le meurtre en question, ça fait référence à une affaire dont j'ai dû m'occuper quand j'étais là-bas. Effectivement, c'est-à-dire ce sont des gens qui... s'il s'agit d'un plaisancier, quelqu'un qui est mort sur un bateau. Vous savez que dans ces ports d'Afrique de l'Ouest, hein, il y a pas mal de... Il y a toute une faune de gens un peu bizarres qui naviguent par là, souvent qui font le tour du monde, ou en tout cas qui font au moins la traversée de l'Atlantique. Et c'est des endroits qui ont l'air très pacifiques comme ça, hein. C'est des gens qui sont sur leur bateau, mais il y a souvent derrière des affaires assez violentes, des règlements de compte, des meurtres, etc. Et c'est ce qui s'est passé là dans cette affaire. Donc la base de l'histoire est une histoire vraie. Et en effet, il faut savoir une chose, c'est que quand un Français, un étranger de façon générale, quand il lui arrive quelque chose de grave à l'étranger, surtout dans des pays comme les pays d'Afrique en question, où la police dispose de peu de moyens finalement, les enquêtes vont pas très loin. C'est-à-dire que souvent
l'enquête locale, elle se borne à coffrer une personne comme ça un peu pour la forme. C'est ce qui se passe là. On met en prison la copine du personnage qui est mort. Et Aurel, lui, il pense qu'il faut aller plus loin parce qu'il comprend très bien que les choses ne s'arrêtent pas là et qu'il faut gratter pour comprendre ce qui se passe derrière. Alors il y a aussi une dimension importante. D'abord, il y a la relation France-Afrique qui est toujours très délicate. Donc ne pas marcher sur les plates-bandes des autorités locales. Et puis, il y a aussi souvent, alors c'est pas de la corruption, mais il y a la fille d'un ministre, il y a le fils d'un autre, ou la femme, ou le ministre lui-même, on ne sait pas trop. Donc on intervient de façon discrète ou pas du tout. Ça, effectivement, on sent bien que, comme souvent dans vos romans, c'est ce que vous connaissez, ce que vous avez connu, dont vous faites le cadre de votre histoire. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est un livre de divertissement. C'est-à-dire que je me suis amusé en le faisant. J'espère que les lecteurs s'amusent en le lisant. Mais pour autant, c'est pas forcément un livre gratuit. J'aime pas les livres gratuits. J'aime pas les livres qu'on referme en se disant j'ai perdu mon temps. J'aime bien que finalement le lecteur, à travers une histoire, découvre quelque chose qu'il n'aurait pas forcément connu ou qu'il ne serait pas forcément allé voir spontanément. Et là, c'est vrai qu'en suivant Aurel, en suivant ce petit personnage qui n'a l'air de rien, on entre dans des choses plus sérieuses, mais on le fait de façon amusante et agréable. Mais en même temps, c'est vrai que derrière tout ça, il y a des réalités qui sont des réalités plus complexes, parfois même plus sombres. Hein. Et il y a dans le livre des personnages français, effectivement, mais il y a aussi beaucoup d'Africains, puisque en fait, il est obligé de faire son enquête à l'interface entre deux mondes. Voilà, oui. C'est dans un pays que j'ai situé en Guinée, mais enfin bon, en réalité, c'est assez fortement inspiré du Sénégal quand même. C'est d'ailleurs des pays où l'empreinte de la présence française est très forte, reste très forte. Il y a l'empreinte évidemment de l'histoire, l'empreinte coloniale, mais il y a aussi beaucoup de Français résidents. Hein. Moi, quand j'étais en poste à Dakar, il y avait 25 000 Français résidents, c'était énorme. Donc, entre ces deux mondes, il y a des relations qui sont complexes, difficiles, et surtout un manque de communication que le personnage d'Aurel va pouvoir un petit peu atténué parce que lui, il parle avec tout le monde et finalement, il n'appartient à aucun des deux mondes véritablement. Oui, parce que justement, il est à la marge de tout. Aurel, français pas reconnu par certains, son accent le met un petit peu à l'écart, son comportement, cette façon d'être différent. Vous aimez bien aussi que vos héros soient différents, on peut même remonter jusqu'à l'Abyssin où vous envoyez un Européen dans un pays qui n'a jamais vu d'Européen et qui revient en France faire passer les messages, si j'ose dire. Vous aimez cette façon de faire des liens entre les gens. C'est votre côté humanitaire, ça. Oui, j'en veux, mais c'est surtout que je trouve que des gens qui ne sont pas préparés à un rôle sont plus intéressants que, si vous voulez, quand vous avez, je sais pas, vous prenez un préfet qui a fait l'ENA, qui est juriste, je sais pas quoi. Bon, bah, il fait son boulot, voilà. Mais quand vous avez quelqu'un qui n'est pas préparé à ce qui va lui arriver, qui se retrouve dans un monde qui n'est pas tout à fait le sien, avec des moyens qui ne sont pas forcément les moyens classiques d'action. Hein. Lui, c'est pas un enquêteur, c'est pas un policier. Il se lance dans une enquête, mais il n'en a pas vraiment les moyens. Là, c'est plus intéressant parce que du coup, ce qui est en mouvement, si vous voulez, c'est pas une compétence, c'est pas un savoir, c'est une personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va se débrouiller avec ce qu'il est, avec ses intuitions, avec ses rêves, avec, vous voyez, avec sa sensibilité d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que dans la plupart de mes romans, j'ai toujours essayé de prendre soit de prendre des gens qui étaient hors des cadres, soit quand je prenais par exemple des modèles comme Jacques Coeur, par exemple, dont j'ai parlé dans un roman qui s'appelait Grand Cœur. J'ai essayé d'en faire autre chose que ce qu'on en fait d'habitude, c'est-à-dire un homme d'affaires. Pour moi, ça ne m'intéressait pas de le voir comme ça. Je pensais que Jacques Coeur, par exemple, était quelqu'un de profondément
au fond, maladroit en affaires. Et que sa véritable qualité, c'était son imagination. C'était un visionnaire, c'était un créateur, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en Orient, qui n'aurait pas dû, il s'est retrouvé par hasard, et qui a eu l'intuition de ce que pouvait devenir l'Europe en voyant ce qui se passait ailleurs. Et donc cette dimension d'imprévu, je trouve, est plus intéressante que, que le développement d'une vie préparée aux épreuves qu'il va subir. Oui, parce qu'en plus, Aurel, ce que je trouve très intéressant, c'est que d'un seul coup, avec cette enquête, il prend une autorité, une dimension par rapport aux autres que jusqu'à présent, il n'avait pas. Ça aussi, se donner une cause, ça permet souvent de se dépasser. C'est aussi ce que on peut lire dans ce roman. Ouais. Bah lui, il n'a pas grand-chose à dépasser parce qu'il fait rien. Le pauvre, il est vraiment pas, il fait pas de carrière. Comme il veut, la plupart du temps, il travaille pas. Il est dans son bureau, il compose de la musique. C'est un peu le désespoir de ces chefs qui savent qu'ils n'y arriveront jamais à le faire travailler. Quoi en faire, oui. Donc il fait pas grand-chose, mais du coup, il n'a rien à perdre non plus. Et c'est vrai que quand il prend le mors aux dents, quand il s'intéresse à quelque chose, là, une enquête. En fait, rien ne l'arrête, quoi, parce qu'au fond, il n'a, encore une fois, rien à perdre. Et là, dans cette affaire-là, ce qui l'intéresse, c'est de reconstruire le personnage de cette victime, parce que cet homme qui est mort, et qui finalement est on peut dire, le sujet en creux, quoi, du livre, il n'est pas là, il est disparu, il est mort. Dès la première page, il n'est pas là. Mais il faut essayer de comprendre qui il a été. Et c'est en remontant en tirant ce fil qu'on peut découvrir pourquoi les choses se sont tournées comme ça. Voilà. Et là, Aurel, il le fait sans aucun complexe, quoi. Bien sûr. Vous êtes toujours en résonance dans vos romans avec ce que vous connaissez. C'est-à-dire que ce soit Checkpoint, que ce soit Rouge Brésil, que ce sont des livres, et c'est ce que vous voulez aussi montrer, c'est que écrire, c'est aussi raconter, c'est ce que vous avez vu. Alors bien sûr avec la dimension, je dirais, pas ludique, mais en tout cas de divertissement pour que le lecteur... Mais en fait, tous vos héros sont nourris de ce que vous connaissez. Il y a un vrai fond... Parce que je pense que la littérature, pour moi, c'est une dimension de la vie, il n'y a de choses qui m'intéressent, moi, dans les livres, que si c'est le reflet d'une réalité, si c'est... voilà, je suis un peu rebuté par des livres qui sont trop en vase clos, d'une certaine façon. Et moi, l'écriture n'est pas mon métier. J'ai fait des études de médecine. J'ai très vite travaillé. Moi, j'ai passé l'internat de Paris à 23 ans et j'ai eu ma première responsabilité vraiment directe très jeune. Donc, avec un contact avec la vie, un contact très riche, mais dont je sentais très bien dès le départ qu'il était la matière d'autre chose. C'est-à-dire qu'avec tout ça, avec cette expérience, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et évidemment, je ne pouvais pas raconter directement là non plus, parce que les médecins aussi sont tenus au droit de réserve. Donc je suis passé par l'intermédiaire de la fiction. C'est-à-dire je racontais à travers des romans. Et comme j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir beaucoup d'expériences différentes dans ma vie et de pouvoir nourrir mes livres de choses vécues, ben, je continue. C'est-à-dire que là, on est effectivement directement en lien avec une expérience. Et pour moi, c'est absolument nécessaire, parce que si je me mets dans une chambre et que je raconte des histoires sans lien avec la réalité, j'ai l'impression que ça n'a pas de consistance, si vous voulez, ça n'a pas de force. Alors, vous avez tout de suite dit qu'il y aura une suite au Suspendu de Conakry. Ça veut dire aussi que, comme pour l'Abyssin, vous êtes attaché à ce personnage, parce que vous avez fait peu de suites. Là, c'est une trilogie même, je crois, ou en tout cas, il y en aura un deuxième. On a dit 3 parce qu'il fallait bien dire quelque chose, mais...
C'est-à-dire que quand j'ai fait ce livre, je l'ai fait sans rien dire à personne. J'ai montré ça à mon éditeur, puis je lui ai dit c'est une suite, c'est une série. Alors ils ont regardé ça en me disant mais c'est une série, mais il n'y en a qu'un. J'ai dit bah oui, mais c'est le début. Alors ils ne comprenaient pas très bien, donc j'en ai fait un deuxième. Donc j'ai fait un deuxième, je lui ai montré. Alors ils m'ont dit ah oui c'est une série. J'ai dit, oui, c'est une série, c'est ce que j'ai. Voilà. Et donc c'était un peu pour qu'ils comprennent, si vous voulez, voilà ce que je voulais faire. Et puis j'ai prévu en effet d'en faire un troisième. Mais j'ai pas à faire ça toute ma vie non plus. J'ai connu dans un tout autre genre, mais un personnage qui était très très curieux. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Jacqueline, c'était Gérard de Villiers, le créateur d'SAS. Oui, c'était un personnage incroyable. Et lui, il en faisait 4 par an, comme ça. Et il disait, je suis enchaîné dans une mine d'or. C'est-à-dire qu'il avait son personnage. Plus le choix d'en sortir. Bon. Et donc, moi, je voudrais éviter d'en arriver là. Enfin, là, je veux bien la mine d'or, mais je n'ai pas envie d'être enchaîné dedans, quoi. Voilà. Mais lui, il était vraiment... c'est l'exemple type de quelqu'un qui, justement, en avait marre d'être... Donc c'est aussi un piège. Hein. C'est aussi un piège de se retrouver dans une forme de... Vous voyez, un héros qui vous prend entièrement et qui résume entièrement votre œuvre, c'est aussi un handicap, quoi. Voilà. Alors il faut essayer de naviguer entre les deux. Alors justement, vous avez écrit beaucoup de romans, vous avez écrit aussi des essais. Je pense que ce qui nourrit aussi votre vie, c'est l'humanitaire. Action contre la faim, vous êtes créateur, entre autres, de Médecins sans frontières. Ça aussi, c'est une partie qui vous a donné ce côté, vos héros sont humains avec leurs failles, avec leurs défauts. Ça aussi, c'est quelque chose qui a forcément compté dans la manière où vous avez commencé à aborder l'écriture, en tout cas. Oui, d'abord, en choisissant la médecine, déjà, j'ai choisi un métier humain, évidemment. Et même si j'ai occupé d'autres fonctions, la médecine reste ma formation. C'est-à-dire que et la formation d'un médecin, c'est un regard un peu particulier sur le monde, puisque d'abord c'est un regard sur les personnes, sur les êtres, et pas uniquement sur les grandes questions abstraites, mais c'est assez concret la médecine. Hein. C'est un regard aussi compréhensif et un regard qui a pour but d'aider, enfin d'essayer d'améliorer des choses. Hein. On n'est pas là ni pour juger, ni pour condamner, ni pour défendre ou pour attaquer ou quoi. On est là pour soigner. C'est très particulier. Donc, alors après, l'humanitaire, c'est l'extension de ça dans une dimension plus large, qui était celle des conflits, des situations de détresse collective, je dirais. Mais tout ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... et en littérature, je ne fais pas une littérature humanitaire, ce serait ridicule de dire ça, mais en tout cas, elle est nourrie d'un regard. Quoi, et je pense que l'écriture, comme la médecine, sont des arts du regard, d'une certaine façon. Ce n'est pas le même regard, parce que le regard médical est plus sec. Puisqu'il dessèche ce qu'on voit et il élimine tous les détails pour essayer d'arriver au diagnostic. Mais alors que la littérature, c'est un peu le contraire. On ne nomme pas, mais on décrit. Mais enfin, il y a quelque chose il y a une parenté entre les deux. Et c'est vrai que je n'aurais jamais écrit ces livres des livres comme les miens, si vous voulez, sont marqués par ma formation de départ. Alors que je ne parle pas de médecine d'habitude, hein. Jamais. Ah non, jamais. Oui, très rarement. Une dernière question. Vous êtes un médecin du coup atypique. Comment est-ce que vous êtes aussi un peu entre deux mondes? Comment est-ce que maintenant que vous êtes académicien, vous êtes un écrivain reconnu, comment le monde de la médecine vous aborde? Est-ce que vous avez toujours des liens? Est-ce que du coup vous vous êtes mis un peu à l'écart de vous-même et par eux? Comment ça se passe? Ouais, j'ai toujours gardé des liens parce que d'abord, j'ai tous mes amis, mes collègues, mes confrères que je continue de voir, qui pour la plupart d'ailleurs ont continué en médecine et aujourd'hui s'arrêtent. Donc c'est un moment un petit peu compliqué pour eux, hein, parce qu'ils se sont beaucoup investis dans un métier, puis
il l'arrête. Moi, j'ai la chance d'avoir une activité que j'arrêterai jamais. Enfin, j'arrêterai jamais. Je veux dire, écrire des livres, on peut faire ça jusqu'à sa mort. Et même au-delà, parce qu'il y a des livres posthumes. Mais donc voilà, donc c'est vrai que je me suis un peu éloigné d'eux d'une certaine façon. En même temps, je ne me suis pas éloigné en termes pratiques parce que j'ai beaucoup de liens avec soit les organisations humanitaires, les hôpitaux, etc. Donc ça reste mon milieu d'origine, voilà, si vous voulez. Simplement, j'en ai connu beaucoup d'autres et forcément, ça m'a donné, je veux dire, une autre expérience. Enfin, Très bien. Bah justement, donc dans le suspendu de Conakry, vous retrouverez tout Jean-Christophe Rufin. Et franchement, c'est un roman qui se lit très vite et très agréablement, mais qui fait réfléchir quand même, qui permet d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous.